Il existe des jeux auxquels on joue pour rire, pour se défier, ou encore pour s'évader et oublier le monde. Et puis il y a les autres, ceux qui ont été retirés des rayons, qui ont été censurés, bannis, effacés. Ceux qui ont déclenché des débats politiques, des paniques morales, parfois même des enquêtes. Car un jeu, en apparence, c'est une chose inoffensive, un cercle magique séparé du réel. Un endroit où les règles changent, où les conséquences disparaissent, où la mort fait recommencer à zéro. Mais que se passe-t-il lorsque ce cercle se fissure, quand le jeu ne ressemble plus à un jeu et qu'il met le joueur face à quelque chose qu'il ne voulait peut-être pas voir? Quand il ne demande plus simplement « veux-tu gagner ?», mais « jusqu'où es-tu prêt à aller ?» Dans cette vidéo, on va parler de jeux interdits. Pas seulement des jeux vidéo les plus violents, ou des titres censurés pour quelques litres de son numérique. On va parler de ces objets étranges qui ont franchi une frontière invisible. La frontière entre fiction et malaise, entre provocation et fascination, entre divertissement et transgression. Avant de parler de jeux bannis, il faut comprendre une chose. Un jeu n'est jamais seulement un jeu. C'est une petite société miniature avec ses règles. Un système fermé où l'on peut tuer, voler, fuir, punir, recommencer. Et parce qu'un jeu implique le joueur, parce qu'il lui donne une place active, il inquiète plus facilement que le cinéma ou la littérature. Cette différence a longtemps suffi à déclencher la peur. Dans les années 90, le jeu vidéo Mortal Kombat devient l'un des symboles de cette peur. Ses fatalities, ses mises à mort spectaculaires et grotesques, choquent les parents, les médias et les responsables politiques. La controverse autour de la violence vidéoludique contribue à la création de l'ESRB en 1994, le système américain de classification des jeux vidéo. À l'époque, la question est simple. Si un enfant peut arracher une colonne vertébrale à l'écran, qu'est-ce que cela produit en lui? Aujourd'hui, les images du premier jeu Mortal Kombat paraissent presque carnavalesques, trop théâtrales pour être prises au sérieux. Mais à ce moment-là, elles annoncent quelque chose, une nouvelle peur. Non plus la peur de ce que les images montrent, mais la peur de ce que le joueur accepte de faire. En 1997 sort Carmageddon, un jeu de course. Mais ici, la ligne d'arrivée n'est pas le seul objectif. On peut gagner en détruisant ses adversaires, en semant le chaos, et surtout en écrasant des piétons. Le principe est si frontal qu'il déclenche immédiatement une série de censures. Au Royaume-Uni, la BBFC refuse d'abord de certifier le jeu dans sa version originale. Dans certaines versions censurées, les piétons sont remplacés par des zombies au sang vert, ou par des robots répandant de l'huile noire. Ce détail est fascinant. Le problème n'est pas vraiment l'action, mais plutôt la nature de la victime. Écraser un humain est insupportable, écraser un zombie est acceptable, écraser un robot est presque comique. Il suffit donc de changer la couleur du sang pour modifier la morale. Le rouge accuse, le vert dédramatise et le noir mécanise. Et du coup, le même geste devient acceptable. Carmageddon révèle quelque chose d'étrange. La censure ne supprime pas toujours la violence, elle la maquille. Elle ne dit pas « ne faites pas ça », mais plutôt « faites-le sur autre chose », comme si le réel pouvait être tenu à distance par une palette de couleurs. C'est alors qu'arrive Manhunt, et avec lui une autre forme de malaise. Le jeu ne se contente pas de montrer la violence, il la met en scène comme un spectacle clandestin. Le joueur incarne un condamné forcé de tuer pour survivre, sous l'œil d'un réalisateur sadique qui transforme chaque exécution en produit audiovisuel. C'est là que Manhunt devient plus dérangeant qu'un simple jeu gore. Il parle de nous et de notre consommation de la violence, du plaisir trouble de regarder ce qu'on prétend condamner. La suite, Manhunt 2, est rejetée par la BBFC en 2007 au Royaume-Uni, ce qui empêche légalement sa distribution dans le pays à ce moment-là. L'organisme reproche au jeu d'encourager constamment des meurtres viscéraux. Ce n'est pas seulement la quantité de violence qui dérange, c'est son intimité. Dans Manhunt, la violence est proche, sale, chuchotée, filtrée par une caméra de surveillance ou une cassette abîmée. On n'est pas dans une arène fantastique, ni dans un champ de bataille héroïque. On est dans une ruelle, une pièce vide, derrière quelqu'un, et le jeu attend que le joueur appuie. C'est peut-être là que la limite est franchie, quand le jeu ne donne plus l'impression de combattre un ennemi, mais d'accomplir un rituel. Un rituel froid, répétitif et obscène. Il existe une autre catégorie de jeux controversés. Ceux qui ne disent pas forcément « fais le mal », mais qui disent « tu peux faire le mal ». Postal 2, sorti en 2003, appartient à cette catégorie. Le joueur y traverse une ville grotesque, absurde et agressive. Il peut accomplir des tâches banales, ou transformer chaque interaction en catastrophe. Ce jeu a été interdit en Nouvelle-Zélande en 2004 pour son contenu violent et certains éléments jugés particulièrement choquants. En Australie, il a aussi été refusé à la classification en 2005, avant que cette interdiction soit levée plus tard. Ce qui rend Postal 2 intéressant, c'est son ambiguïté. Est-ce une satire, un défouloir, un mauvais goût assumé,
ou un jeu qui se cache derrière l'ironie pour tout permettre? La question est difficile parce que Postal 2 fonctionne comme un miroir déformant. Il donne au joueur une liberté presque embarrassante, puis il le laisse seul avec elle. Et c'est souvent là que les jeux deviennent inconfortables, quand ils ne forcent pas la transgression, mais qu'ils la rendent simplement disponible. La vraie question n'est plus « pourquoi le jeu permet-il cela ?», mais « pourquoi ai-je essayé ?» Certains jeux sont interdits après leur sortie, d'autres n'atteignent même jamais le public. Le jeu Thrill Kill devait sortir sur PlayStation à la fin des années 90. C'était un jeu de combat en arène, sombre, violent, chargé d'imagerie sexuelle et infernale. Le jeu est finalement annulé avant sa sortie officielle, devenant l'un des titres non publiés les plus célèbres de l'histoire du jeu vidéo. Et comme souvent, l'interdiction crée le mythe. Si le jeu disponible est un produit, alors le jeu annulé devient une relique. Thrill Kill fascine moins pour ce qu'il est réellement que pour ce qu'il représente. L'objet supprimé, le fichier interdit, la cartouche fantôme. On imagine toujours que ce qui a été caché doit contenir quelque chose de terrible. C'est l'un des grands paradoxes de la censure. Elle veut faire disparaître, mais parfois elle consacre. Elle transforme un jeu médiocre en légende, une sortie annulée en secret industriel, une œuvre inachevée en artefact maudit. Thrill Kill n'est peut-être pas le jeu le plus dangereux de cette liste, mais il est l'un des plus symboliques. L'histoire de la mise au placard d'un produit ludique, dont le créateur décide qu'il ne devra en définitive pas rencontrer son public. Il arrive qu'un jeu soit interdit, non pas pour ce qu'il montre, mais pour ce que l'on pense qu'il montre. Le jeu Rule of Rose, sorti sur PlayStation 2, est un jeu d'horreur psychologique centré sur l'enfance, la cruauté, les rapports de domination et les traumatismes. Lors de sa sortie européenne, le jeu déclenche une vive polémique politique et médiatique. En 2006, son éditeur 505 Games annonce qu'il ne sortira finalement pas au Royaume-Uni, après des controverses en Europe. Des responsables politiques l'avaient dénoncé, avec des descriptions que l'organisme européen de classification a contestées comme inexactes. Ce cas est essentiel, parce qu'il montre que l'interdiction peut naître avant même l'expérience, avant que le public ait joué et que l'œuvre soit comprise, ou encore avant que ces images soient replacées dans leur contexte. Rule of Rose n'est pas un jeu fun. Il est lent, maladroit, oppressant, parfois pénible. Mais son malaise vient précisément de là. Il ne cherche pas seulement à choquer, il met en scène une violence sociale, intime, enfantine. Et c'est peut-être ce qui a rendu la panique si forte, parce que l'enfance, dans l'imaginaire collectif, doit rester pure. La mettre au centre d'un conte cruel, c'est déjà franchir une limite, même si cette limite n'est pas juridique, mais symbolique. En 2014, un trailer apparaît, noir et blanc, très froid. Un homme y annonce sa haine du monde, puis sort dans la rue pour tuer. Le jeu s'appelle Hatred. Sa controverse est immédiate. Il est brièvement retiré de Steam Greenlight, puis réintégré. Son principe, qui consiste à incarner un tueur de masse sans justification héroïque ou fantastique, déclenche un débat intense sur les limites de la représentation et de la provocation. Hatred est intéressant parce qu'il retire beaucoup des alibis habituels. Il n'y a pas de guerre ni de monstres, pas de survie, pas de satire évidente, seulement une pulsion nihiliste. C'est peut-être ce vide moral qui dérange. Dans beaucoup de jeux, la violence est encadrée. Elle est stratégique, militaire ou narrative, parfois comique. Dans Hatred, elle semble nue, et une violence nue est difficile à regarder. Le jeu pose une question brutale. Une œuvre a-t-elle le droit d'être moralement vide ? Ou plutôt, le vide moral est-il déjà une prise de position ? Il y a des jeux dont il faut parler avec prudence. Pas pour les rendre fascinants, mais parce qu'ils marquent une frontière. Pour des raisons assez évidentes, je ne montrerai pas d'image du jeu en question ici. Wreckplay, jeu japonais sorti en 2006, a provoqué une indignation internationale en raison de son contenu simulant des violences sexuelles. En 2009, une motion parlementaire britannique salue le retrait de sa page Amazon et appelle à interdire ce type de jeu à la vente au Royaume-Uni. Ici, le débat change de nature. On ne parle plus seulement de violence graphique, on parle de mise en scène de prédation sexuelle. Et dans ce cas, l'argument du « ce n'est qu'un jeu » devient beaucoup plus fragile. Parce que jouer, ce n'est pas seulement voir, c'est choisir, répéter, interagir, être placé dans une position. Même fictive, cette position peut devenir insoutenable. Il ne s'agit pas de dire que toute fiction dérangeante doit disparaître. L'art a toujours exploré l'horreur. La littérature l'a fait, tout comme le cinéma ou la peinture. Mais le jeu vidéo ajoute une question spécifique. Que signifie demander aux joueurs de participer ? Et cette question, dans certains cas, n'a pas de réponse très confortable. Tous les jeux interdits ne le sont pas nécessairement par la loi.
Certains jeux disparaissent pour des raisons industrielles, mais leur disparition produit le même effet. Ils deviennent intouchables. P.T., la démo jouable de ce qui devait devenir Silent Hill, est retirée du PlayStation Store après l'annulation du projet. Elle n'est plus officiellement téléchargeable, ce qui transforme une simple démo en objet de culte. Ce cas est différent. P.T. n'a pas été banni pour obscénité ou violence, il a été effacé pour des raisons contractuelles et industrielles. Mais son retrait lui donne une aura presque surnaturelle. Une maison hantée numérique, enfermée dans des consoles qui l'ont conservé, comme un fantôme qu'on ne pourrait plus invoquer que sur de vieilles machines. C'est une autre forme d'interdit, pas morale ni légale mais matérielle. Le jeu existe encore mais il n'est plus accessible, et parfois c'est suffisant pour créer le mythe. Jusqu'ici, nous n'avons parlé que de jeux vidéo, des objets encadrés, classifiés, vendus, censurés. Mais il existe une autre famille de jeux interdits, plus ancienne et floue, plus dangereuse. Il s'agit des jeux réels, ceux qu'on pratique dans une cour d'école, dans une chambre ou devant un miroir, sur internet ou en groupe, pour se faire peur ou pour se prouver quelque chose. Le jeu du foulard, par exemple, n'est pas un jeu au sens innocent du terme. Il consiste à provoquer une privation d'oxygène ou une perte de connaissance. Il est combattu par les associations de prévention et les établissements scolaires en raison de risques graves, parfois mortels. Ici, il n'y a pas d'écran, pas de classification, ni de boîte à retirer les rayons. Il y a seulement une règle transmise, un défi du style cap ou pas cap. Et c'est peut-être la forme la plus inquiétante du jeu interdit. Parce qu'elle n'a pas besoin d'industrie pour exister. Elle circule comme une rumeur et se transmet par imitation. Elle transforme le corps lui-même en interface. N'essayez jamais ce jeu, car contrairement aux autres jeux évoqués jusqu'ici, celui-ci ne redémarre pas après un écran noir. Dans les années 2010, un nom apparaît dans les médias, Blue Whale Challenge, le défi de la baleine bleue. Un jeu supposé en ligne composé de missions de plus en plus dangereuses, jusqu'à l'automutilation ou le suicide. L'affaire provoque une panique mondiale. Pourtant, son existence structurée, centralisée et massive a été largement débattue. Une partie de sa puissance vient précisément de cette incertitude. Était-ce un vrai réseau organisé, une série de faits isolés, une légende numérique amplifiée par les médias, ou un mélange des trois? Ce qui compte ici, ce n'est pas seulement la réalité du jeu, c'est la manière dont la peur se propage. Blue Whale fonctionne comme un conte moderne, un croque-mitaine adapté aux réseaux sociaux. Avant, on disait aux enfants « ne parle pas aux inconnus », puis on leur a dit « ne clique pas sur n'importe quoi ». Ici, le monstre n'est plus dans la forêt, ni dans un placard, il est dans la notification. Avant les jeux vidéo, il y avait déjà des interfaces. Le miroir en est une. Le rituel de Bloody Mary est simple. Se placer dans une pièce sombre, souvent une salle de bain, répéter un nom devant un miroir et attendre l'apparition d'une figure. Est-ce un jeu, une légende ou un rite de passage? Un test psychologique? C'est probablement tout cela à la fois. Ce qui est fascinant, c'est que Bloody Mary fonctionne comme un jeu vidéo primitif. Il y a un espace clos, une règle, une invocation, une attente, une récompense terrifiante. Mais surtout, il y a un écran, le miroir. Un écran qui ne montre pas un monde imaginaire, mais notre propre visage. C'est peut-être pour cela que le rituel fonctionne. Parce qu'à force de fixer son reflet dans un miroir, le cerveau commence à trahir l'image. Les traits changent, les ombres bougent, le familier devient étranger. Le jeu n'invoque peut-être aucun fantôme, mais il invoque quelque chose de plus intime, la peur de ne plus se reconnaître. Alors pourquoi interdit-on un jeu? En apparence, la réponse est simple. Protéger les joueurs, protéger certaines valeurs, et maintenir une frontière entre ce qui peut être représenté et ce qui ne devrait pas l'être. Pourtant, cette frontière n'est jamais totalement stable, car elle dépend toujours d'une époque, d'une culture et des peurs du moment. Mais au fond, un jeu n'est pas seulement quelque chose que l'on regarde. C'est une expérience dans laquelle on agit, même de manière symbolique. Et c'est précisément cette action qui change tout, car elle pose une question beaucoup plus intime. Pourquoi ai-je choisi de faire cela? C'est peut-être là que se trouve la véritable limite. Elle ne réside pas uniquement dans le contenu du jeu, mais dans la relation entre le jeu et celui qui y joue. Un jeu peut proposer, autoriser ou suggérer, mais il y a toujours un moment où quelqu'un décide d'aller plus loin. C'est pour cette raison que les jeux interdits fascinent autant. Ils ne sont pas seulement choquants ou rares, ils nous confrontent à une question dérangeante. Jusqu'où serions-nous prêts à aller si rien ne nous arrêtait? Peut-être que la réponse à cette question n'est jamais totalement rassurante.